Bonsoir. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou comme on dit chez nous, al-mu'min yabda b'nafsou. Une devise que le régime algérien semble avoir bien assimilée. Et ainsi, après nous avoir noyés dans toutes sortes de très gros mensonges, comme la déclaration de Tebboune au secrétaire d'État américain Blinken, que l'Algérie s'apprêtait à produire 30 millions de tonnes de blé par an, l'équivalent du Canada, quatrième rang mondial. Après que le même Tebboune ait déclaré sans craindre le ridicule que l'Algérie s'apprêtait à dessaler, avant la fin de l'année 2024, 1,3 milliard de mètres cubes d'eau de mer par jour. Donc, 475 milliards de mètres cubes par an, soit plus de 10 fois le dessalement mondial de mer mondial. 10 fois plus que le monde entier. Dans un pays où la pénurie d'eau potable fait partie du quotidien. Le même monsieur Tebboune qui nous a gratifié d'un florilège de tebbounillettes en tout genre, toutes aussi fantasques les unes que les autres, que l'Algérie avait engrangé 25 milliards de dollars, puis 35 milliards de dollars en 2 années consécutives, que le secteur de la santé en Algérie était le meilleur d'Afrique et du Maghreb, que la compétence des médecins algériens était reconnue comme égale ou meilleure que celle des pays occidentaux et de l'aveu même, nous dit M. Tebboune, des États occidentaux eux-mêmes. Et M. Tebboune qui nous apprend que l'Algérie prévoit d'atteindre 0 patient algérien dans les hôpitaux étrangers, alors que lui-même se soigne en Allemagne, alors que tous les barons du régime et toutes leurs familles respectives se soignent à l'étranger, y compris pour de petits bobos et avec l'argent de la sécurité sociale. Le même M. Tebboune qui nous déclare qu'un Indonésien s'apprêtait à lui seul à investir 20 milliards de dollars. Et depuis, plus de nouvelles. Que l'Algérie allait atteindre ou dépasser le PIB de 400 milliards de dollars avant la fin 2025, puis avant le premier semestre 2026, avant de se rétracter et d'annoncer que ce sera au deuxième semestre 2027 et de rajouter discrètement que ce serait même peut-être début 2027, au plus tard, pour vous dire. Le même M. Tebboune, emporté par son élan, qui, dans un lapsus, nous apprend que l'Algérie est la 3e puissance économique du monde, qu'il pense envoyer des jeunes Algériens en voyage pédagogique en Europe pour qu'ils constatent par eux-mêmes qu'ils sont mieux en Algérie et que la vie est très dure dans ces pays. Je vais m'arrêter là parce que ce serait trop. Mais vous pourriez vous rendre compte par vous-même de la propension de ce personnage au délire et à la mythomanie compulsive. Un motif qui pourrait lui valoir une procédure d'empêchement si nous étions dans un état moyennement honorable. Sinon, et donc comme charité bien ordonnée commence par soi-même, et que M. Tebboune n'a rien vu venir de flatteur de la presse occidentale, qu'elle ne l'a pas encensé, il a donc entrepris de recourir lui-même au publi-reportage. Autrement dit, de faire passer une réclame publicitaire sous forme d'article ou de dossier d'expertise, une prestation très chère et qui consiste à faire publier des mensonges dans de grands journaux. Cette fois-ci, après plusieurs prestations sur le New York Times, voici qu'un publi-reportage vient de paraître sur un grand journal américain, le USA Today.
Ami Tebboune au pays des merveilles, comme Alice. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mohamed Bakir, opposant politique, analyste politique. Mohamed Bakir, merci d'être des nôtres. Azoula Jamal, Azoula Khalid Walid. Mohamed Bakir, citoyen. C'est Citoyen. Citoyen, voilà, tout court. Alors, Lies Jbaili, notre ami Lies Jbaili, économiste, ingénieur Voilà. économiste et animateur sur Alterna TV et néanmoins fidèle contributeur sur la chaîne El Magharibia, sur la chaîne NATV. Merci Lies d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie, cher Jameldine. Merci. Je suis toujours honoré de partager ce plateau avec vous. Et je me pose la question, comment vous avez trouvé ce joli titre dont vous avez le secret? Alors, je vais vendre la mèche pour une fois. C'est vous deux qui m'avez soufflé sur Alice au pays des merveilles. Parce que c'est vrai que M. Tebboune, Lies, c'est pas possible. C'est quoi, d'après vous? C'est de la mythomanie compulsive? C'est de la mégalomanie? C'est un monsieur qui a besoin de mentir? Ou c'est un monsieur qui est un peu dans une sorte de fuite en avant puisqu'il n'arrive pas à produire vraiment, à faire au pays ces miracles économiques dont il nous parle tout le temps, et ils se sont donc obligés de compenser les carences avec des mensonges aussi grossiers, aussi ridicules, j'allais dire. Oui, absolument. En fait, on va faire ce qu'on appelle un fast-checking pour voir qui donne la preuve de la sénilité ou de la mégomanie de M. Abdelmajid Tebboune, chef d'État ou président de l'Algérie, quand il a annoncé à l'ONU, devant en plénière, que l'Algérie produit, écoutez bien, 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Oui. On fait un petit calcul très simple, ça vous donne 474 milliards de mètres cubes par an. Oui. 474 milliards de mètres cubes par an, c'est l'équivalent de 3 fois la mer Morte. C'est 4 fois le lac du Nicaragua et c'est l'équivalent du lac du Kolsvoy, le lac le plus profond de Mongolie. Et par jour. Et par jour. Alors qu'il y a 22 800 usines de dessalement ou des structures de dessalement à travers le monde qui dessalent, je vais vous dire combien, 110 millions de mètres cubes d'eau par jour. Je dis bien 110 écoutez bien, 110 millions de mètres cubes d'eau. Ça, c'est le monde entier. Dans le monde entier. Comment il a fait, M. Abdelmajid Tebboune, de multiplier le chiffre par combien, si jamais 15 fois, à peu près. Absolument, par 15. Bien, un point très important. Oui. Parce que tout le monde parle de lapsus. Moi, quelqu'un m'a reproché d'utiliser. Il m'a dit, c'est un lapsus. C'est comme quand il a dit l'Algérie, la 3e puissance économique du monde. Il voulait dire d'Afrique. Le problème, c'est que ce n'était pas un lapsus. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit à 2 reprises. Une fois en Algérie, devant la presse nationale, à la télé, où tous les Algériens l'ont écouté. Et la 2e fois aux Nations Unies. Ça veut dire que si c'était un lapsus, ses conseillers lui auraient dit « Attention, ce n'est pas 1,5 milliard, vous vous êtes trompé par jour ». Donc, le fait qu'il l'ait répété aux Nations Unies, ça veut dire que ce n'est pas un lapsus. Et je vous laisse poursuivre. Tout à fait. On se pose la question, quand il a reçu l'ancien secrétaire d'État démocrate, John Blinken, on y a affirmé que nous développons, nous avons produit 25 milliards de produits agricoles. De produits agroalimentaires. Et du coup, le chiffre, au fait, crescendo, est de 25, il est passé à 35. À 35 milliards de mètres cubes. De milliards de dollars. De dollars, pardon, oui. Tout à fait. Et voilà, d'autres, quand il dit qu'en Algérie, il n'y a pas détenu d'opinion aussi, ça c'est très important. Le mensonge du siècle. C'est un mensonge d'État. Il a dit ça. Oui, il a dit ça. Dire que nous avons des détenus d'opinion est le mensonge du siècle. Du siècle, absolument. Donc, on ne sait pas, on se pose la question, comment c'est-à-dire débiter des mensonges est une insulte envers le peuple algérien, oui. Est une insulte vis-à-vis de son propre peuple.
je dirais même c'est un acte antinational. Peut-être on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui, mais au fait, depuis qu'il a pris les commandements du pays, depuis 2019, il n'a cessé de dire que des mensonges. Quand il dit que nous sommes le Quwwa Dariba, nous avons la plus grande force de frappe. Force de frappe, le meilleur secteur de la santé. Le système de santé le plus performant en Algérie. Alors en Afrique et au Maghreb. Et au Maghreb. Alors qu'il est parti en Allemagne pour se soigner, qu'on veuille ou non, d'une simple Covid, la Covid-19. La Covid-19, ça se soigne. Pourquoi il était obligé de partir en Allemagne alors qu'il y avait nos compatriotes qui mouraient faute de bouteilles d'oxygène. Donc, juste à l'entrée des hôpitaux. Donc, la question, est-ce que c'est une mégalomanie? Est-ce que c'est une sénilité? Je ne sais pas comment on peut interpréter, comment il est capable de débiter ce genre de mensonges, mais est-ce qu'il y a du monde qui l'écoute? C'est ça. La question, elle est là. Est-ce qu'il y a du monde qui l'écoute en Algérie? Il y en a même qui s'émerveillent. Que depuis que M. Tebboune est venu, regardez quel niveau, quel sommet nous avons atteint, parce qu'ils prennent les gens pour argent comptant. Tout à fait. Ils sont comme ça et on les a formatés comme ça. On les a plongés dans un coma politique où la seule voix audible est celle du régime. Mohamed Bakir? Honnêtement, je m'intéresse très peu à tout ça. Honnêtement. Oui, mais c'est important. Oui, je m'intéresse très peu à tout ça. C'est gravissime. Non, pourquoi? Parce que M. Walid Tebboune, parce que M. Abdelmajid Tebboune est encore Wali. Depuis qu'il est là, il n'y a quasiment pas de vision stratégique pour le pays. Pas plus qu'il y en avait avant, mais du moins jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vision stratégique. Dans sa communication, on a plus à faire à un Wali qui distribue les avertissements, les cartons jaunes, les cartons rouges, etc., que quelqu'un qui déploie une vision. Mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Quand on voit l'entourage, quand on voit ce qui est devenu la présidence, la présidence de l'Algérie, puisqu'il n'y a pas de république. Certains ministres. Le gouvernement, il est inexistant. Oui. Moi, je vous le dis sincèrement. Le Premier ministre, par exemple, je vous le dis sincèrement, je ne connais pas en dehors de, je ne sais pas, Chengriha ou celui qu'on présente. Celui qu'on présente. Donc, ça veut dire qu'il y a un délitement réel. Il y a un délitement réel. Et lorsqu'on voit que M. Tebboune ne maîtrise pas ces dossiers, parce que tout ce qu'on dit là, ça démontre qu'il n'y a pas une maîtrise des dossiers. Et l'absence de maîtrise des dossiers, en vérité, elle vient du fait qu'il n'y a pas de dossiers. Parce que s'il y avait des dossiers qu'il ne maîtrise pas, malèche. C'est une limite de... Et Mohamed. Sauf, le président Tebboune rencontre Blinken. Oui, justement. Secrétaire d'État. Moi, ce que j'ai retenu de cette phase, honnêtement, moi, ce que j'ai retenu de cette phase, c'est pas ce qu'a dit Tebboune. C'est ce qu'a fait Blinken. C'est ce qu'a fait l'ambassade US. Oui. Elle a diffusé l'enregistrement. Est-ce que c'est lui ou non, c'est l'ambassade qui est l'ambassade. C'est pas une non. C'est une autre attachée d'ambassade qui a filmé sur son téléphone. Oui. Et on lui a posé la question, on lui a dit c'est quoi? Elle leur a dit non, c'est à usage interne. Ça a été diffusé. Et le lendemain, c'est l'ambassade américaine qui diffuse. C'était un peu comme pour montrer Tebboune sous son véritable jour. Mais il y a deux séquences dans notre histoire récente qui sont de cet acabit. Il y a celle-là où l'ambassade US diffuse l'intervention, le plaidoyer, pour reprendre un mot à la mode, de Tebboune, où il parlait à la fois des relations avec Israël, des performances du pays, des rapports avec le Maroc, la question sahraoui, où il se justifiait sur tous les dossiers, etc. C'était une diffusion, c'était un enregistrement privé? C'était un sonore. Non, c'est la rencontre avec Blinken. D'accord. C'est la rencontre avec Blinken. Oui. Et il y a eu un autre, c'est Poutine, qui nous a montré l'obséquiosité de Ben Saleh. Oui, avec Poutine. Avec Poutine. Oui. Donc les deux. Il est venu rendre compte. Les deux n'étaient pas destinés à être diffusés. Non, les deux nous ont montré ce que sont réellement ces gens qui gouvernent en Algérie. Devant des carpettes. Ben oui. Mais Mohamed,
Quand M. Tebboune, c'est un énarque, Oui, c'est un ancien sous-préfet, oui, c'est plusieurs fois préfet, oui, plusieurs fois ministre, oui, Premier ministre, oui. président de la République. Alors déjà là, il a dépassé ses capacités. Je pense qu'à partir du poste de ministre, il était déjà au-delà de ses capacités. Il a atteint son niveau d'incompétence. Je pense. Non, mais il connaît quand même ce que c'est qu'un secrétaire d'État américain. Oui. Quand on vient voir un chef d'État comme Georges Tebboune, il demande à ses services de lui faire une fiche sur la situation en Algérie. Il sait très bien que l'Algérie ne peut pas dépasser 4 millions de tonnes, au mieux 5 millions de tonnes de blé. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il n'y a pas la terre qu'il faut, nous sommes trois quarts désertiques. Nous n'avons pas de stock, nous n'avons pas de silos. Mais on lui raconte beaucoup de choses sur ce qui se fait au sud. On lui raconte beaucoup de choses sur ce qui se fait au sud. On est en train de faire des miracles. Oui, mais est-ce qu'il est capable d'avaler quelque chose comme ça qu'on peut faire 30 millions de tonnes de blé? À partir du moment... Même si on importait tous les Japonais du monde et tous les Américains, on ne pourrait pas les faire. À partir du moment où sa préoccupation, ce n'est pas de gouverner, de gouverner au sens noble. Oui. Donc, il peut gober tout ce qu'il veut. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'état mental de ce monsieur qui se permet de dire à un secrétaire d'État américain, nous allons produire 30 millions de tonnes de blé qu'on va exporter en Afrique et au Maroc. Vous imaginez un peu? Mais on va regarder ensemble une infographie. Même si vous permettez, le Garage Billet, c'est le grand bluff aussi. Garage Billet. Garage Billet, pardon, reprenons. Oui. Et aussi, c'est le grand bluff. On va en parler. Oui, bien sûr, on va en parler. Important. Alors, une infographie d'abord. ما ننسوش العلماء تاعنا في الخارج هذه مادام لي نيميرو 2 numéro 2 il faut lui donner toute l'importance qu'elle mérite انا شاكرهم كلهم. L'Algérie nouvelle et la politique du rafistolage, suspendre les importations pour économiser les devises, au prix de la vie de nombreux Algériens. Les premières années de l'Algérie nouvelle ont été marquées par la suspension des importations de nombreux produits. L'objectif était de préserver les réserves de change, sans véritable évaluation des risques et des conséquences. Ces décisions ont provoqué des pénuries touchant les produits alimentaires, les pièces détachées et de nombreux médicaments. Il aura fallu des victimes et des pertes humaines pour que les autorités reconnaissent les effets de leurs décisions. En quelques mois seulement, les autorités se sont retrouvées dépassées par une crise profonde et multiforme. Une crise qui a coûté à l'Algérie bien davantage en pertes humaines et matérielles que les économies réalisées. La crise des pneumatiques n'a pas été la seule à faire des victimes. D'autres secteurs ont aussi payé un lourd tribut dans l'indifférence. Un petit aperçu, mais pour dire, hein, par exemple, ce monsieur, le ministre de l'exportation, je crois, qu'on appelle le FRAC ou en FRAC ou double 6. Non, double 6, mais ce monsieur qui s'est permis, soi-disant, pour faire des économies, mais il a fait l'impasse sur l'importation des pneus. Et il a provoqué une pénurie. Bien sûr. Non, d'abord, ils ont poussé Michelin à déménager. Une usine historique qui existait de Michelin qui a été obligée de partir. Et c'était surtout pour encourager une usine de privé qui est sur le marché et qui produit des pneus exécrables, qui a provoqué des accidents de la route que personne ne veut acheter. Mais en ce moment, il y a une pénurie monstre de pneus. Les gens roulent avec des pneus lisses. Il y a énormément d'accidents. Et maintenant, ils ont décidé, non, on a fait erreur, on va importer des pneus. Mais ils ne pourront plus jamais réguler. Il va falloir importer 5 fois plus que le besoin pour psychologiquement rassurer les gens. Il y a la solution pour ça, pour les pneus. Hein. C'est-à-dire, il y a les 3 plus grands équipementiers au monde. C'est Michelin, français,
Bridgestone japonais et Pirelli italien. Oui. Rien, j'ouvre le secteur, l'investissement pour tout le monde. On a un grand pays, continent. L'économie algérienne elle s'appuie sur le fret routier. Hein, Oui. Donc forcément, on ouvre. Pourquoi? Mais pour ça, il faut une vision. Oui, non, mais on ouvre, on sectorise, Adam Aken. Non. Tout le monde peut, Oui, Michelin. mais est-ce que ça arrange les affaires des gens qui sont au gouvernement? C'est ça le problème. Mais non. Parce que derrière ces phénomènes, on peut rester au niveau du phénomène lui-même, comme il se manifeste, visible. Mais si on va en profondeur, on va trouver qu'il y a des lobbies. Oui, bien sûr. Il y a des intérêts. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement comme la harga, si on veut la voir de prime abord, de son apparence, c'est un drame simple. Mais si on va plus loin, on découvre que c'est une traite d'êtres humains. Absolument. Et le fait, c'est d'aller plus loin. S'il y a eu ces pénuries qui sont provoquées, c'est parce qu'il y a des lobbies qui veulent se gaver, qui veulent capter une part plus Peut-être même importante. qu'ils ont créé la pénurie. Et bien sûr. Ce qui veut dire que il n'y a pas une logique institutionnelle, il n'y a pas une vision stratégique qui peut être explicitée, qui peut être développée et défendue devant l'opinion, parce que les véritables stratégies et les véritables démarches qui sont suivies sont des démarches mafieuses. Non, mais il n'y a jamais C'est des démarches. Mais il n'y a jamais une vision stratégique économique depuis des décennies et des décennies. Depuis 80. Depuis 80, ça remonte. Il n'y a pas une vision. Non, mais revenons au chef d'État, au fait, on a l'impression, quand il parle comme ça, il est en train de s'armer de mensonges. Le problème, il parle de son mensonge. On a l'impression qu'il est dans un monde parallèle et qu'il n'est plus dans un monde réel, qu'il est projeté dans un autre monde parallèle. Et en s'armant de mensonges et en débitant comme ça. Après, moi, je me pose la question. J'ai deux questions. Oui. J'ai deux questions parce que je n'arrive pas à les comprendre. La première question, c'est le fameux projet Baladna. Combien déjà? 100 000 vaches? Voilà. Non, pas 100 000. 180 000. 250 000 ou 140 000. Alors, ce projet, il figure dans le public reportage qui vient de sortir. Il est présenté comme un grand miracle économique. Comme une possibilité d'investissement. Alors, il est qatari ou il est américain, ce projet? Deuxième question, pour voir les incohérences. Deuxième question. Aujourd'hui, une offre publique d'investissement a été faite aux Américains. Venez investir. Numérique, phosphate, minerais, énergie, la liste. Gaz de schiste, entre autres. La liste est longue. Ouais. Voilà, la liste est longue. Pardon, dans l'article, il parle de gaz de schiste. La liste est longue. Mais il y a 10 jours, au moment de la foire internationale d'Alger, le discours, il était à quoi? Il était, on va tout produire, on ne va rien, en 10 jours. Hein. Ouais. En 10 jours. Donc on voit bien... C'est comme son affaire de zéro patient à l'étranger. Oui. On va passer de 50 000 ou 40 000 médecins qui sont expatriés, qui ont fui les hôpitaux algériens parce qu'ils les ont fait parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer leur métier, pas seulement pour une vie meilleure. Et là, il dit non, zéro patient à l'étranger, alors que tous les membres du régime se soignent à l'étranger. Même Sabri Boukadoum, quand même, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un grand diplomate qui a roulé sa bosse. Quand il dit que nous allons importer 240 000 têtes, vaches 240 000, voilà. Vaches laitières. Il faut insister, vaches laitières. Le Baladna. Des États-Unis. Des États-Unis. Ouais. Et en fait, en janvier, ils ont importé que 3 000. Janvier 2025 jusqu'à maintenant, de janvier 2025 jusqu'à maintenant, aucune vache laitière n'a été importée. Mais en même temps, lui aussi, il est dans le déni. Il dit, suite à l'apparition de cet article, il dit qu'il y a la convergence entre les ambitieuses réformes économiques algériennes, c'est-à-dire le but, c'est de retrouver la souveraineté et puis l'autosuffisance alimentaire, et en même temps l'intérêt croissant des sociétés américaines. Mais à partir du moment qu'on vous parlait de votre souveraineté, c'est fini, l'importation, elle s'arrête à un certain moment. Quand on parle de souveraineté... Tu peux importer. Oui, non, mais et là, c'est l'une des difficultés qu'on a. Attends, c'est l'une des difficultés qu'on a. C'est l'une des difficultés qu'on a. Si on avait une vision... 240 000 têtes, vous pouvez les importer. Yes. Il ne faut pas s'arrêter à un cas particulier. Il faut avoir une démarche d'ensemble.
si on veut développer un pays, quels sont les leviers dont on dispose? Oui, bien sûr. Quels sont les leviers dont on dispose? On a le capital national qui peut être réparti en deux catégories. Le privé, ce qu'il y a comme capital dans le privé, comme capacité de développement de force productive dans le privé. Il y a ce qu'il y a comme capacité de développement dans un secteur public, mais un secteur public réellement économique, etc., efficient d'un point de vue financier, etc. Et on a les IDE. Donc, c'est en combinant, et c'est là que les divergences entre les courants politiques, les courants de pensée peuvent intervenir. C'est en combinant ces trois éléments, ces trois grands leviers, qu'on peut avoir une dynamique, une stratégie de développement. Donc, on peut dire, on va importer des pommes, on va importer les pommes françaises, ou on va importer, je ne sais pas, les machines allemandes. On fait des choix, parce qu'on a une vision. Donc, ce n'est pas l'annonce d'importation en elle-même qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que le pays est gouverné par une logique mafieuse. Non, attends, c'est ça qui est problématique. Je vais sur ces points. Vous parlez des trois secteurs, le public, le trois privé, leviers. Trois leviers, pardon. Vous appuyez sur trois leviers, le public, le privé et l'IDE. Le public, toutes les entreprises algériennes publiques sont défaillantes. Oui, mais on fait un constat. Il faut être rationnel. Regarde. Non, mais il faut le laisser développer. Est-ce qu'on n'a jamais développé le privé en Algérie? C'est des petites entreprises artisanales familiales. L'industrie allemande a été toujours bâtie autour des PME et des PMI. La force de l'Allemagne, c'est des PME et des PMI. Tebboune nous parle des start-up. Des start-up. D'ailleurs, pour revenir à start-up... Ce sont Dada. Voilà. Les IDE sont très faibles en Algérie. Les investissements directs des étrangers, c'est très... Parce que le pays n'est pas aussi attractif. Pour qu'il soit attractif, il faut une stabilité politique. Mais quand c'est une stabilité politique, pour investir dans un pays, on passe par la COFAS. La COFAS n'a jamais donné... La COFAS, ce qu'on appelle l'assureur crédit qui se trouve à la Défense, c'est pas une entité française, c'est une entité française, mais de référence mondiale. C'est elle qui valide, vous pouvez investir dans un tel pays. Il n'y a pas de stabilité politique. C'est une sorte d'assurance, absolument, mais qui rentre directement dans les investissements. Oui, non, c'est pas une agence de notation. Non, c'est pas une agence de notation, c'est Fitch. Non, c'est une agence. C'est un assureur crédit en fait. C'est elle qui valide. Voilà, si vous perdez votre argent, nous remboursons comme Visa. Et le fait qu'elle marche avec vous dans votre projet, c'est une garantie en soi. Tout à fait. Les entreprises publiques, elles sont défaillantes. Le privé, quelles sont les entreprises privées en Algérie, les petites PME? Non, mais c'est important. C'est pas ça le propos, Alias. C'est pas ça. Le propos, c'est qu'on doit arrêter de dire c'est mal fait. Non. C'est pour ça que vous importez. Ok. Non, mais c'est pas ça le sujet. Oui. Le sujet, c'est de dire si on doit s'en sortir, sur quoi on peut s'appuyer. Le privé. C'est ça. Non, pas seulement le privé. Le privé. D'accord, le privé. Ok. La question, c'est de développer les forces productives nationales. C'est de pouvoir répondre au maximum, de développer le maximum de secteurs. Et aujourd'hui, si on regarde l'état des choses, le privé n'a pas la capacité à lui seul de répondre aux attentes de développement du pays. Parce qu'on l'empêche de se développer, tout simplement. Attends. Mais maintenant, est-ce que le secteur privé, il faut reprendre les pratiques bureaucratiques qu'il y a eu? Est-ce que c'est ça? En Europe, on voit des sociétés qui sont des sociétés de secteur public, mais qui sont très efficientes parce qu'elles répondent à la logique économique. Elles s'inscrivent dans une logique économique. Donc, tu as un capital public que tu peux mobiliser dans des actions stratégiques, par exemple le dessalement d'eau. Aucun privé n'ira dans le dessalement d'eau. Les chemins de fer, aucun privé n'ira dans le chemin de fer. Etc., etc. Donc, il faut avoir une vision. Mais pardon, moi j'ai l'impression. Ça n'a pas été une réussite pour les Anglais, la privatisation du chemin de fer après. Oui, mais moi, pour ce qui est de l'Algérie, moi j'ai l'impression que nous sommes en train. Une précision. Ce qui veut dire que lorsqu'on critique, il faut faire attention à ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Par exemple, durant tout le débat qu'il y a eu durant ces 10 derniers jours, quand on critiquait les élections, il faut critiquer les élections telles que dévoyées par le système. Mais il ne faut pas critiquer les élections comme mécanisme démocratique, comme finalité. Non, pour moi, le développement de l'Algérie par la voie privée est la renforcée par la dépense publique très neutralisée. On ne va pas creuser dans les dépenses publiques pour...
Non, mais c'est important. Non, Et tu as l'autre pendant. développer le privé. On est en train de continuer un débat qu'on a depuis plus d'une année. C'est un débat qu'on a depuis plus d'une année. Et l'autre pendant, c'est de dire non, moi, si c'est le privé, je ne marche pas. Or, la démarche sur laquelle on doit réfléchir, c'est comment trouver une manière de mobiliser le potentiel national dans son ensemble, de ne pas disqualifier le privé. On parlait de Beledna. On peut prendre une expérience privée algérienne qui devrait être présentée à l'échelle mondiale, qui devrait être défendue à l'échelle mondiale. C'est l'expérience Soumam de Haj Metouche. Voilà. C'est quoi l'expérience Soumam? Soumam, il a une production laitière à partir de produits laitiers, et il avait deux problèmes par rapport au marché algérien. Il n'avait pas une production en amont qui pouvait suffire pour sa production. Et il avait son approvisionnement. Et il avait un problème d'écoulement de ses produits. Oui. Il a agi. La distribution. Haj Metouche a agi sur les deux segments. Ouais. Il a aidé des Algériens à monter des fermes laitières. Il les a financés. Il lui a assuré un approvisionnement. Il a assuré son propre approvisionnement. Et il a suscité un réseau de distribution qu'il a financé par des crédits, en accordant des crédits à des jeunes, à des Algériens. Et il a densifié son réseau de distribution et c'est un modèle économique extraordinaire. Génial. Oui, bien sûr, mais ça c'est une goutte d'eau dans un. Oui, comment on dit pour les réussites success story. Success story. Et c'est pas bel exemple. Ça reste unique. Mais moi j'entends. Là j'entends parfaitement. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes en train de décrire un système comme si nous étions face à un vrai État doté de vraies institutions. Qui fonctionne avec des perspectives, avec des chiffres, avec des statistiques. Or, tout le monde sait que nous avons affaire à une médiocratie, doublée d'une mafiocratie, doublée d'un pouvoir totalitaire, fondé sur la propagande, le mensonge, les faux chiffres. Et donc, vous êtes en train d'en parler comme si... J'ai bien dit. Non, regardez, il y a des phasages quelque part. Non. Regardez le cas, par exemple, M. Tebboune, il dit qu'il faut l'avenir, c'est quoi? C'est les startups, la cybersécurité, le cloud, l'IA, l'intelligence artificielle. Sur les 4 secteurs, le numérique, sur les 4 secteurs, on peut développer notre économie. On prend par exemple les startups. Le cloud, la cybersécurité, ou l'IA, ainsi de suite. Restons sur les startups. Une seule start-up qui s'appelle Yassir. C'est l'équivalent de Uber, je pense à Alger. C'est une importation. Oui, tout à fait. C'est des jeunes, en fait. Est-ce que vous savez... Mais elle n'est pas légale. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous savez que la levée de fonds, c'est une banque américaine qui a financé ça? C'est même pas une banque algérienne, publique algérienne. La levée de fonds, c'est une banque californienne, américaine, il y avait une levée de fonds via cette banque américaine, même pas algérienne. Donc, pour vous dire que sur les secteurs les plus avant-gardistes, on n'investit pas. On n'a pas la main. On n'a pas la main. Mazilna la main, les mines, extraire ceci, cela. Mais ça, c'est du dépassé. Même. On est dans le fantasque. Créer la plus grande ferme laitière du monde. Où? Au Sahara. Là où il y a des conditions d'équilibre climatique. D'ailleurs, Sidi Menad est passé, il nous a parlé, c'est un grand expert, c'est un climatologue. Tout à fait. Il nous a dit, mais c'est un échec annoncé. Il y a un expert, comment il s'appelle, qui est en prison, Slama. Tout à fait. Il a donné des chiffres très objectifs. Il a été enlevé, gardé pendant 7 jours au secret, et maintenant il est en prison. Et puis vous parlez d'un pays où 80% de l'économie nationale est informelle. Mais, Jamal, informelle. C'est une économie parallèle qui ne déclare pas ses chiffres d'affaires, qui ne facture pas ses ventes, qui ne se fait pas facturer ses achats, qui ne place pas son argent dans les banques, c'est de la thésaurisation. On a un marché informel de change, les fameux squares.
dans l'Algérie entière, il y a des rues qui sont des lieux de pouvoir. Bien sûr, où les gens du pouvoir eux-mêmes vendent ou achètent des devises. Nous avons Seulement nous avons Ils nous ont promis la numérisation. Seulement Hein? Seulement La Non, numérisation. ils vendent où ils achètent seulement. Comment? Ils vendent où ils achètent seulement. Ils font les deux. Non, en fonction des ils cours. organisent. Ils organisent, effectivement. C'est plus important. Parce que sinon, s'ils voulaient arrêter ce marché d'échange, ils l'auraient arrêté. Bien sûr. Mais, Ils peuvent l'arrêter autrement, en Oui. alignant le prix officiel, le coût. par exemple, on a le cours du marché Sur le cours, de la Russie. Mais ils peuvent changer la monnaie seulement pour faire rentrer la grande masse monétaire en circulation dans l'économie informelle. Mais ça ne suffit pas. Ça a été un échec. Non, mais il suffit. Il l'a proposé un certain Ça ne suffit temps. pas, Jamal, ça ne Ouais. suffit pas. Il faut... Alors, premièrement, j'ai dit que c'était un système mafieux. Oui. Mais mon souci, c'est que dans la critique qu'on peut avoir par rapport au système, par rapport à ses pratiques, par rapport à ses logiques, on va disqualifier notre propre projet. Ça, il faut toujours être Lequel? vigilant sur ça, qui est d'une économie efficiente, d'une économie productive. Mais qui va le faire, qui ce va le projet? faire? Le problème, Qui c'est va le lancer? Qui va le lancer? Qui va... Oui, mais qui regardez, va refaire Il n'y a que l'État qui peut... Non, il n'y a pas que l'État. Ce qui veut dire que nous, on doit faire naître un consensus, faire naître une convergence sur un certain nombre d'idées. Et ces idées-là, si on passe notre temps à dire, voilà, le système est efficient, le système il fait ça, le système il fait ça, et en même temps, on discrédite ce projet lui-même. Et c'est ça où Mais il c'est faut pas être... les idées qui manquent, c'est l'État qui veut pas faire. C'est pas des Je idées m'en qui fous manquent. de l'État. C'est un État néo-patrimonial. C'est une mafia. Je n'attends rien. Mais c'est de lui cet qui a État. la main. C'est lui qui a la Non, main. il n'a pas la main. Il n'a pas la main. Il n'a pas la Il n'a main. pas la C'est main. là- c'est- Il a la main, il a l'armée, il a le... Il n'a pas la main. Nous, on a besoin d'expliciter notre projet. Et on ne le fait pas parce qu'on passe notre Mais temps à qui va le rigoler. faire? Qui? Ben là, par exemple, on discute, c'est quoi un fonctionnement normal d'un État? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les Algériens aient une idée, un objectif? D'abord qui des soit- institutions. Oui. S'il Mais- y avait de vraies institutions, nous n'en serions Non, nous avant n'en cela, serions pas là. non, Jamais, avant cela, jamais. le développement des Jamais. libertés d'abord. Non, Oui, oui, attendez, oui. s'il vous plaît. Mais là, quand vous raisonnez, ça veut dire que vous croyez que cet État est réformable. Cet État n'est pas réformable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut faire, c'est Une révolution? Bien sûr. Une Révolution comment? armée? Non. Une Pourquoi révolution comment? Une révolution comme le Hirak. Mais une révolution comme Mais le Hirak n'a pas abouti. Il a abouti, il a avancé. Quand on prend le Hirak à son début, quand on prend le Oui, Hirak au oui. mois de mars, Oui. et quand on prend le Hirak au mois de décembre, c'est plus le même Hirak, c'est plus le même contenu, c'est pas le même niveau d'énergie et d'engagement. Entre le Hirak qui était en mars, qui disait Ma kash al-khamsa ya Bouteflika, et pire encore, et le Hirak qui disait ما كاش انتخابات مع العصابات, c'est plus le même Hirak. Ce qui veut dire que le Hirak a mûri, il a pris une charge politique, il a pris une densité, une densité plus importante, etc. Mais il a fini en impasse. Mais il n'a pas Hirak- fini en Je peux placer une impasse. phrase Oui. Le Hirak, il a pris un coup, un impact, mais il n'est pas mort. L'action n'a pas abouti. C'est parce qu'il a été introduit par les idéologies, Mais tout nous-mêmes- simplement. nous-mêmes, Ah, dans le façon- Hirak, il faut dire les choses. nous-mêmes- Pourquoi Un- le Hirak, pourquoi il n'a pas abouti? Hein. Le Hirak, il faut dire pourquoi il n'a pas abouti. Oui. Pourquoi il n'a pas abouti, Pourquoi le Hirak? Alors qu'il y avait cette liesse populaire et tout le Vas-y, monde. reprends la Oui, dernière c'est phrase. parce qu'un Hirak, un process révolutionnaire, il est désaliéné d'une idéologie. Parce qu'il n'était pas représenté. Mais non. Il n'avait Structuré plutôt. pas de cerveau. Il n'avait pas de Mais parole. le cerveau, il n'avait- naît dans la dynamique, il naît dans le temps. Mais il n'est pas Il né naît au bout dans de le temps. 3 ans. Mais 3 ans. il est né parce que, par exemple... le Déjà, au comportement niveau des du Hirak, Algériens- il y avait une partie de gens qui disaient « Nous ne voulons pas être représentés parce que si on est représenté, on va nous Mais pas- infiltrer. Oui, mais Et les pourquoi- autres, ils disaient pourquoi- Non, si Jamal- nous ne représentons Jamal, pas, qui parce va que- parler en notre Non, mais nom Jamal, pourquoi? Parce que les gens, ils partaient d'une expérience. L'expérience De la d'Arouche, de la l'expérience d'Arouche Non, a marqué la conscience C'est pas le même contexte. Un algérienne. contexte régional, un contexte On national, ça peut n'a dire, rien à voir. bon. Moi, j'ai dit, اسمح لي, s'il te plaît. La question, à chaque fois, quand on disait pourquoi il ne faut pas le structurer, pourquoi il ne faut pas l'organiser, pourquoi ceci. Et à chaque fois, il y avait des militants qui nous disaient ah, peut-être l'expérience de la Rouge dans le Kabylie, parce que le Hirak, il est horizontal. On va pas, si vous le verticalisez. Il n'y avait pas de Il n'y représentativité. a pas de représentativité. Non, c'est pas le même contexte.
Le contexte régional en Kabylie est une chose, ou le Hirak est un mouvement national, c'est un contexte national. Et du coup, en plus, on a gagné de l'expérience de la Kabylie. Ma vérité, c'est que les gens qui se sont mis en avant étaient des cancres. Que la classe politique est médiocre. Et tous les gens qui prenaient la parole, la majorité des gens qui prenaient la parole. Il y a des gens qui se mettaient en avant. Ils n'ont pas. Des agoras, des gens qui organisent une petite tente pour parler à. C'est la médiocrité de la classe politique qui est un frein aujourd'hui. Il n'y avait pas une voix. Des voix. C'est la claires. Ils sont toutes ces agoras, qu'on soit d'accord ou pas. Qu'on partage, il y a des agoras avec qui je partageais, il y en a d'autres. Oui. Quand même, ils ont fait vivre le militantisme d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Habina ou la Kalana, peut-être, il y avait les intentions sont différentes, les objectifs sont différents. Il n'en demeure pas moins. Moi, je te dis que c'est toujours ma vérité. C'est pas la vérité, c'est toujours ma vérité. Tant qu'on ne comprend pas que nous devons faire la distinction entre nos ancrages idéologiques et le positionnement politique, on n'aura rien compris. Justement, c'est pour ça on n'aura rien compris. L'idéologie sans rentrer. Non, l'idéologie, tu ne peux pas l'enlever. L'idéologie, tu en as besoin, j'en ai besoin, Jamal en a besoin, le simple citoyen en a besoin. L'idéologie, c'est quoi? C'est une représentation du monde, c'est une interprétation du monde, c'est une compréhension de ce qui se passe. J'ai mon idéologie, j'ai un prisme, un tamis, au travers duquel j'essaie de comprendre le réel. Ça, c'est mon idéologie. Mais ce qui est attendu de moi, comme porteur d'une parole publique, c'est de formuler des propositions politiques. C'est de savoir quels sont les enjeux aujourd'hui. Lorsque Jamal dit qu'il faut des institutions, c'est un élément clé. Ça, c'est quelque chose qui devrait rassembler tout le monde. Oui. Comment est-ce qu'on peut passer d'un pouvoir autocratique, un pouvoir personnel, mafiocrate, etc., à un pouvoir d'institutions régies par le droit, etc. Ça, c'est une problématique politique. Chacun d'entre nous doit répondre à cette problématique. Oui. Comment est-ce qu'on peut passer de l'économie dominée par l'économie parallèle à une économie régie, transparente, régie par des lois de la concurrence, par le marché, par la performance productive, etc. Il faut construire l'État d'abord. C'est l'État. Non, l'État, c'est un État. L'État, c'est pas magique. L'État, c'est pas magique. Ça se construit un État. L'État n'est pas magique. Ça veut dire on va appeler les généraux pour qu'ils construisent l'État. Les généraux. Qui va construire l'État? Un général n'a jamais compris. L'État, les militaires n'ont jamais construit un État dans leur vie. L'État, il se construira dans cette dynamique. Ce qui veut dire que plus on va formaliser notre programme ou nos programmes et qu'on sera d'accord pour rassembler des choses, pour rassembler des éléments de ces programmes-là. Moi, je considère qu'il faut que le secteur public joue un rôle. Toi, tu considères qu'il n'y a que le privé qui va jouer un rôle. Non, je n'ai pas dit que le privé. Exemple. Donne un exemple. Ah oui, exemple. Le privé, c'est lui qui prend la grosse charge. Un autre considère que les IDE sont exclus, alors que quelqu'un d'autre considère que sans les IDE, on ne peut pas avoir de transfert de technologie. Si on se met à discuter de ces choses-là, au lieu de se taxer, ah, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es étiquette rose, étiquette rouge, étiquette bleue, etc., c'est notre défaut. Ce que tu ne connais pas au niveau, en tant que classe politique, mais un âge fait le moustawa. D'accord, mais je peux parler. Bien sûr. Au fait, durant le Hirak, il y avait beaucoup d'éléments, c'est vrai, c'est des éléments importants, il fallait les évoquer, mais est-ce qu'il fallait les évoquer au bon moment ou pas? C'est ça la question. C'est la question de la religion, ou la question de l'identité. C'est important. Concernant la question de l'identité, en principe, c'est une question qui est réglée, on peut la régler dans le cadre d'un état de droit, ça se règle. Oui. Il restait la question de la religion. Qui dit la religion, c'est-à-dire, c'est le courant. Ça veut dire la place de la religion dans l'État. Et c'est là où il y avait une scission, avant que ces éléments viennent interférer dans le débat, tous on était d'accord. Doula Madaniya, Harra démocratique. Doula Madaniya. D'abord, Doula, qui ça veut dire Madaniya. Ça veut dire civil. On écarte à la fois le religieux, smahli, et on écarte le côté militaire, civil. Je suis désolé, Alias, on ne l'a pas fait. Je suis désolé. Oui, mais il n'a pas dit qu'on l'a fait. Non. Il a dit ce qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Tu es la place de la République. Non, je te donne un exemple. Une question qu'on n'a pas discutée et qui était discutée et qui est à laquelle on doit s'intéresser. Il y a une fraction
de la mouvance islamique. Il y a une fraction de la mouvance islamique qui considère qu'elle a fait rupture avec le projet d'État islamique, avec l'État théocratique. Elle a fait rupture avec le... Mais on continue à les considérer comme des islamistes. Il n'y a pas de théocratie en Afrique du Nord, c'est dans les pays du Golfe. Non, il n'y a pas de théocratie. Non. Par exemple. Il n'y a pas, non. La théocratie, elle est dans les pays du Golfe, pas chez nous. Peut-être, non. Non, mais les mouvements islamistes aspirent à ça. Aspirent à une théocratie, bien sûr. Par exemple, ça, on ne l'a pas réfléchi. On n'a pas écouté ces gens-là. On ne les a pas écoutés pour comprendre réellement quelle est leur évolution. C'est quoi, concrètement, c'est quoi leur évolution? Pourquoi aujourd'hui ils disent qu'ils ont fait une rupture? En quoi ils ont fait une rupture? Et comment est-ce qu'on peut la constater? Moi, je les connais très bien. Voilà. Dans leur tête, ils ont fait une rupture. Voilà. Ils ont beaucoup changé. OK. Mais sur la place publique, dont notre débat... Mais on peut les appeler des démocrates eux aussi, non? Comme... À partir du moment où quelqu'un fait la rupture, il a fait une rupture. Je me suis intéressé à ça et j'ai considéré que si une partie du mouvement islamiste sortait de la réaction, sortait de la vision théocratique, pour être dans le conservatisme politique, j'applaudis des pieds et des mains. J'applaudirais des pieds et des mains. C'est un peu comme la démocratie chrétienne, comme ils disent. C'est une expérience propre à nous, voilà. Mais ces débats-là, on ne les a pas. Alors, pour ne pas changer de sujet, nous allons d'abord écouter M. Tebboune, 2 petites vidéos pour voir dans quelle, je ne sais pas comment dire, dans quelle planète il est le monsieur. Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit. C'est incroyable. Écoutez-le, 2 vidéos, nous allons. الواقع يعجز الإنسان باش يعلق على أمور اللي كلها إيجابيات من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، الناحية السياسية، الناحية تهيئة الإقليم، تهيئة الوطن بصفة عامة. الشيء اللي يتلج الصدر كذلك هو أن لما نسمع مواطنين يصرحوا رؤوسهم مرفوعة أن ما فيش دولة أخرى في العالم اللي تقوم بالشيء اللي تقوم به الجزائر. هذه حب من حب وكره من كره، اللي يحب ينتقد الله يسهل عليه. التقدم والنمو الاقتصادي ما يكونش بلا رقمنة. يعني اليوم أستطيع أن أقول بعد إذنكم أن الجزائر دخلت في الرقمنة رسميا. ما نطولش فيما يخص المزايا تاع الرقمنة. بالنسبة للمواطن تسهل له الحياة تاعو، يعني كثير من المعلومات تصبح بدون ورق وبين اتصال بينه وبين. On a débordé du temps de l'émission, il vous reste 1 minute chacun. Alors, M. Tebboune parle de Raqmana, la numérisation. Il n'y a aucun pays au monde qui a réalisé ce qu'a réalisé l'Algérie. La numérisation, elle est quasi inexistante en Algérie. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'elle pose des problèmes. Mais au fait, la numérisation n'arrange pas les barons du régime. N'arrange pas les barons du régime. Concernant mais 1 minute, l'importation des moutons. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'en sorte que les éleveurs lésés ont manifesté? Parce que on nous disait qu'il y avait combien 1 million de. Il y avait 19 au 20, enfin peut-être 19 millions de. Il y avait 17 millions. Bref, donc en acceptant les doléances des agriculteurs lésés, ils se sont rendus compte qu'il y avait 10 millions qui ont disparu. Qui n'étaient nulle part. Nulle part. Tout ça. Il dit la numérisation. Nous sommes entrés en numérisation. Parce que la numérisation, c'est le tracking. Il y a le traçage. Bien le traçage. Alors, en 1 minute, vraiment. Oui. Il y a quelque chose qu'aucun autre pays au monde ne possède et qui est unique à l'Algérie. C'est son pouvoir. Ah là, je suis d'accord. Ah là, je suis totalement d'accord. Il n'y a aucun pays au monde qui a notre pouvoir. Voilà. Là, on peut être fier. Merci, chers amis, pour votre bien aimable intention. Merci à Diès. Merci à Mohamed. Bonne soirée à vous.
عليه الصلاة والسلام.